Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission spéciale Guinée sur Futur Média Monde, la meilleure des radios, la première radio privée humanitaire en Guinée. Spéciale Guinée est une émission consacrée à l'actualité guinéenne. Nous avons pour thème ce matin la traite des enfants dans nos sociétés. Pour en débattre ce thème, nous avons comme invité ce matin sur ce plateau Monsieur Younousa Kamara, sociologue. Bonjour, Monsieur Kamara. Bonjour, Monsieur Pastorier. Monsieur Kamara, l'exploitation domestique des enfants est devenue un phénomène inquiétant en Guinée. En majorité des jeunes filles, ces mineurs, je dis bien, sont victimes de violences et menacées par leurs tuteurs. La plupart de ces domestiques sont privés d'école et n'apprennent pas un métier. Ça vous dit quelque chose, Monsieur Kamara? Merci une fois encore de m'avoir invité autour de la table pour débattre un sujet aussi important qu'est l'exploitation ou la traite des enfants. Il faut d'abord chercher à comprendre qu'en tant qu'humain, en tant que père de famille, mais aussi et surtout en tant que responsable de la société, l'exploitation ou la traite des enfants me dit quelque chose. Et pour cela, il faut aller dans la définition de la chose. On doit considérer comme étant traite des enfants toute activité liée au recrutement, le transport, l'hébergement, la vente, l'achat et l'accueil des enfants aux fins d'exploitation. Ceci dit, lorsqu'un enfant est utilisé pour aller travailler avant l'âge requis, il est exploité, il est traité. Lorsqu'un enfant est recruté pour devenir soldat, il est traité. Lorsqu'un enfant aussi est utilisé dans la prostitution, ou alors est forcé d'aller chez son mari avant l'âge requis, il est traité. Et lorsque un enfant, bien évidemment, est utilisé avec la privation de tous ses droits élémentaires, même en famille avec ses parents, il est traité. Donc la traite des enfants est un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur dans nos sociétés, même que nous devons chercher à combattre à tout prix. Je sais que les organisations, les institutions, même les sociétés, les États sont en train de se battre pour que cela soit un phénomène qui n'appartient qu'hier. Mais ce n'est pas encore facile, surtout dans les pays tiers-mondistes, ou je peux dire dans les sociétés africaines. Comment combattre ces fléaux dans un pays où la pauvreté, ou s'il faut même la majeure partie de la population est pauvre? Parce que nous savons tous comment les familles vivent dans des pays sous-développés comme le nôtre. Nous devons comprendre d'abord qu'une société est organisée. Toute société doit être organisée. On parle de société, c'est parce que nous sommes organisés, sinon on allait être à l'effacage. Alors, de ce point de vue, nous devons comprendre que lorsque nous sommes en société, que notre vie d'ensemble, notre interaction est régie par des règles, des normes et des principes qui définissent notre fonctionnement. En tenant compte de cela, les lois sont votées pour que chacun de nous soit dans ses droits. Puisque nous disons que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en devoir, il y a des droits fondamentaux des enfants, quelle que soit la contrainte que cela doit nous imposer, nous devons les respecter, sinon nous sommes en train de les brimer. Alors, la première des choses est qu'une sensibilisation importante peut être lancée à l'endroit des gens qui sont en train de pratiquer ces genres de choses lorsque nous sommes en société en temps normal, et aussi une législation bien établie, suivie et exécutée permettrait aux gens de limiter ces genres de comportements dans la société. Selon vous, quelles sont les causes principales des traites, ou s'il faut même de cette traite des enfants? Les causes sont diverses. La première des choses est que dans les sociétés traditionnelles ou les sociétés africaines en grande partie, les enfants sont utilisés comme étant des sources de revenus importantes pour les familles. C'est-à-dire, lorsque la famille est incapable de subvenir aux besoins vitaux de la famille, on utilise l'enfant pour des fins économiques, pour l'amener à marchander, pour l'amener à vendre dans les coins de la rue, ou alors à l'amener au marché, constitue ici des traites à son endroit, des exploitations. De l'autre côté, lorsque des parents qui ont conçu l'enfant ne sont pas en harmonie, ne sont pas en accord, je veux dire, et que par exemple il y a le divorce. Ce divorce amène l'enfant à ne pas vivre dans la chaleur parentale partagée. Souvent, l'enfant est
abandonné à lui-même. De l'autre côté aussi, les conflits. Lorsqu'il y a des conflits dans une société, cela entraîne la mobilité des enfants et les expose à tous les dangers. Ils sont recrutés comme enfants soldats, ils sont utilisés dans les centres de prostitution, ils sont encore utilisés dans les trafics de drogue et même dans le vol et les crimes. Alors, il y a un ensemble d'éléments qui déterminent les raisons qui poussent les enfants qui conduisent les enfants à des traites, à des exploitations. Pour le moment, on ne donne plus citer que ceci. Par exemple, il y a des ONG qui évoluent dans ce sens-là. Mais est-ce que, moi, selon, parce que à mon niveau, ce que j'ai remarqué, ces ONG, au lieu de soutenir ou s'il faut même venir en aide à ces enfants, ces ONG ne font que dénoncer seulement et n'ont aucune autre méthode sauf de dénoncer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au niveau de ces ONG? En fait, voilà le paradoxe que vous devez comprendre et que vous-même vous devez saisir. La sensibilisation, l'éducation, la dénonciation, la poursuite constituent ici les moyens utilisés par les organisations non gouvernementales pour chercher à bannir ce fléau dans nos sociétés. Ils n'ont pas de pouvoir de décision. Leur rôle, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer, c'est de faire comprendre aux gens que ces enfants-là peuvent être plus valeureux que ce que nous sommes en train de les faire aujourd'hui, en les utilisant dans la prostitution, en les commettant à des fins domestiques et en les empêchant même d'aller à l'école. Et en citant ces avantages liés à l'utilisation efficiente des enfants, on peut aussi faire comprendre aux parents et à d'autres acteurs de la société que l'utilisation incohérente des enfants ou alors l'exploitation ou la traite des enfants a des conséquences néfastes dans la société. Parce qu'ils deviennent des soldats, deviennent des délinquants, deviennent des désobéissants et finalement, quoi encore on peut dire? Des criminels, des voleurs. Donc ça c'est déjà un dégât pour la société. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Il y a des parents aussi qui sont à chaque fois qui sont impliqués dans cette affaire-là. Par exemple, par cause de pauvreté, les parents impliquent les enfants afin qu'ils puissent au moins faire le petit commerce à la fin pour que la famille revienne, pour que la famille puisse au moins avoir le manger. Nous connaissons comment les choses se passent dans les différentes familles en Afrique, surtout en Guinée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce niveau-là? Parce que les parents, moi je condamne la majeure partie, ce sont les parents qui sont coupables ici. Au fait, les responsabilités sont partagées. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce qui est important ici est que les parents des enfants ont leurs responsabilités. Parce que ces parents, en première position, utilisent la plupart de ces enfants comme étant des sources de revenus économiques pour la famille. De l'autre côté, ce sont les parents qui les envoient dans les chemins de la mobilité, par exemple de l'intérieur pour la capitale. On peut dire encore que ce sont les parents. De l'autre côté encore, ce sont les parents qui manquent à leur responsabilité d'éduquer les enfants, de leur donner un avenir décent, de les nourrir, de les loger, de les habiller. Puisque ces éléments-là font partie des 10 droits fondamentaux, principaux droits fondamentaux de l'enfant. Mais à côté de ce que les parents font comme étant manquement dans l'éducation, dans le droit des enfants, en un mot, il y a la responsabilité des États. Parce que l'État doit prendre en charge la responsabilité. Un enfant appartient à une nation. Les parents ne sont que des éléments ici, des acteurs indispensables qui l'ont permis de voir le jour, de venir au monde. Mais cet enfant appartient à l'État. Donc si vous ne l'éduquez pas, vous ne l'encadrez pas, il devient criminel, un danger national. Si vous l'éduquez, vous l'organisez. Mais le ministre que nous allons parler, le directeur général, le militaire qui défend sa nation, le président qui gouverne le pays, ne sont que des enfants ici de ce pays. Chacun de nous peut être cela.
mais lorsque seulement nous sommes bien éduqués, bien encadrés et bien élevés. Lorsque nos droits sont bafoués à la base, nous serons incapables de devenir ces gens-là. Par contre, le tireur d'élite qui tue les gens dans la société, ce violeur des filles, ce criminel, ce djihadiste, ces gens-là aussi, ce grand voleur, cet assassin dans le couloir de nos maisons, ne sont autre chose aussi que des enfants que nous avions mis au monde, mais qu'on a abandonnés, qu'on n'a pas pu assumer pour leur donner un avenir probant. Alors ils deviennent des dangers nationaux. Selon la direction, selon la direction nationale de l'enfance, ce phénomène est conjoncturel et saisonnier. Et aucune statistique n'est disponible en Guinée sur l'exploitation des enfants. Oui, ils disent que le plus généralement, il est difficile de trouver des statistiques cohérentes par rapport à l'exploitation et la traite des enfants. Ce n'est pas seulement en Guinée. D'accord? Parce que quand vous prenez en France, par exemple, les Français en 2017 étaient en train de compter plus de 13 255 personnes prises en charge, jeunes filles prises en charge dans le cadre de la traite des enfants. Ok? Et mais quand on regarde ces effectifs, l'Organisation internationale du travail parlait aussi de 12 250, presque 12 250 enfants qui sont en train de travailler illégalement. Mais aucune statistique ne définit exactement les éléments avec soutenance, le nombre exact d'enfants exploités. Parce que imaginez par exemple les enfants qui sont exploités dans les foyers de conflit, dans les sociétés comme le Nigeria, avec Boko Haram, en Libye, au Yémen. Il est difficile de calculer tout cela. Des enfants prostitués dans les pays arabes qui quittent ici pour servir comme étant des filles domestiques, mais qui finalement sont abusées, violées, torturées, frappées. Il est difficile de faire ce calcul, pas seulement en République de Guinée, mais il est important quand même que l'on fournisse de l'effort pour que ce comportement, pour que ces pratiques diminuent ou soient éradiquées dans nos sociétés. Je vous dis encore, monsieur avocat Pastoria Camara, vous, en tant que journaliste, il est important, comme des débats comme celui-ci, d'être véhiculé, villependé, pour permettre aux gens de comprendre que, franchement, c'est une situation inquiétante et chacun de nous doit s'y impliquer pour l'éradiquer. C'est seulement la sensibilisation, l'éducation, la situation des responsabilités et la poursuite des personnes responsables de ces genres de pratiques qui pourront nous permettre de dégager ce fléau hors de nos sociétés. Voilà, merci M. Younoussa Kamara. Vous êtes toujours sur votre émission spéciale Guinée. Aujourd'hui, nous avons comme thème la traite des enfants dans nos sociétés. Nous avons comme invité M. Younoussa Kamara, sociologue, qui est avec nous dans ce studio, sur ce plateau. M. Younoussa Kamara, vous avez cité ici les causes de ces fléaux qui sont en train de freiner, s'il faut, l'évolution des enfants dans nos sociétés. Mais dites-nous concrètement, quelles sont les conséquences de la traite des enfants dans nos différentes sociétés? Bon, je l'ai évoqué d'entrée de jeu un peu tôt, avant maintenant là, que lorsque un enfant n'est pas bien formé, il devient criminel. Lorsqu'un enfant n'est pas éduqué, il devient criminel. Il devient un danger national. L'éducation a tout son sens. Nous devons partir dans le sens des 10 droits fondamentaux de l'enfant. L'élément le plus élémentaire, on dit d'abord l'âge. En 2008, la Guinée a statué là-dessus. L'âge est important pour déterminer qui est un enfant, qui ne l'est pas. En Guinée, on parle de 18 ans. Cela est important à mettre dans les têtes. Que lorsqu'un enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans, on ne doit pas l'utiliser pour des fins économiques et pour toute autre fin en violation directe de ses droits. Deuxièmement, on a dit qu'un enfant a droit à un nom, à une nationalité. Ce qui veut dire que chaque personne doit être protégée par sa nation. L'enfant a droit à un divertissement, au loisir. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à l'habillement, à la nourriture. Si nous continuons à citer, nous allons citer autant. Ce qui veut dire que lorsque ces éléments-là ne sont pas contenus dans le développement personnel d'un enfant, cet enfant va en violation et qu'il est élevé en violation de tous ces droits que l'on vient de citer, il y aura forcément un manquement dans sa construction sociétale. Lorsque dans sa construction sociale, il y a des faillites, il y a des fuites,
l'enfant va embrasser des comportements hors normes. Alors il va devenir déviant. On considère déviant quelqu'un qui ne respecte pas les principes, les règlements et les normes établis au sein de la société. Ceci dit, il peut devenir criminel, voleur, bandit, tueur, assassin. Excusez-moi, toute forme de délinquance peut être vue sur cet enfant. Alors il devient un danger national, comme je l'ai dit. Monsieur Kamara, est-ce qu'on peut appliquer ces principes dans un pays sous-développé comme le nôtre, c'est-à-dire là où la pauvreté bat son record? Quel principe parlez-vous? Le principe de donner, de respecter, des enfants, ainsi de suite, parce que nous savons que dans certaines familles, ce sont les enfants qui sortent après leurs activités, et puis les revenus qu'ils amènent, c'est à travers ces revenus-là que la famille... Je ne peux pas comprendre que l'on peut encore penser que le droit des enfants est difficile à respecter, puisque ce sont des droits élémentaires que l'on doit assumer. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception dans le respect des droits des enfants. C'est la pauvreté, dans certaines familles, c'est la pauvreté qui fait ça. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je vous ai dit ici qu'il y a la responsabilité de chacun et de tous dans l'éducation, la protection et le développement de l'enfant. La première des choses, les parents doivent savoir que lorsque vous mettez un enfant au monde, que vous avez des devoirs vis-à-vis de cet enfant. Lorsque vous voulez qu'il devienne quelqu'un d'important pour lui-même et pour vous et pour votre société. De l'autre côté, lorsque les parents qui, par circonstances, sont dans l'incapacité maintenant de subvenir aux besoins de cet enfant, l'État, en sa responsabilité de père de la nation, de responsable de l'État, du pays, doit, en ce qui lui concerne, prendre en charge la situation de cet enfant, l'éduquer, loger, l'héberger, le nourrir, le soigner, pour qu'il soit quand même un enfant de demain, quelqu'un d'important pour l'avenir et pour sa société. Un parent pauvre qui n'a même pas le manger pour la famille, est-ce que lui peut respecter tous ces principes? Lorsque ce parent pauvre n'est pas capable de respecter, je vous donne un exemple très élémentaire, ok? Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il n'est pas dit, puisque nous pensons que c'est la terre, c'est le paradis terrestre. Mais ne comparez pas les États-Unis à la Guinée. Les États-Unis sont en avance plus que la Guinée. Non, je suis en train de vous donner un exemple, parce que le problème, ce n'est pas l'économie qui fait problème en ce moment, mais c'est une question de responsabilité et d'organisation que l'on doit comprendre. Que lorsque l'on est bien organisé et que les responsabilités sont situées et bien partagées, franchement, il y a des choses qui sont élémentaires que l'on peut lutter dans nos sociétés. La première des choses que je voudrais vous dire, que lorsque vous mettez au monde un enfant aux États-Unis par exemple, et je sais que c'est le cas dans la plupart des pays européens, et que l'on constate que vous êtes incapable de subvenir aux besoins de cet enfant, alors l'État prend la responsabilité de vous le retirer. Il ne change pas le nom de l'enfant, de vous le retirer et de le confier à quelqu'un de bonne foi ou quelqu'un qui s'est commis à faire ce genre de travail pour son éducation. Parce que imaginez une chose, le danger peut venir de partout. Mais comment faire, ce que vous êtes en train d'expliquer comme ça, est-ce qu'on peut appliquer ça en Guinée? Parce que nous savons que l'État, difficilement l'État vient en aide, même au niveau des ONG. Et il y a des orphelinats aussi qui sont là, qui évoluent bien sûr sur le terrain. Mais en dehors de tout ça là, vous comprenez que ces orphelinats réclament beaucoup d'argent. Et si vous rentrez dans ces orphelinats, ce que vous trouvez, c'est catastrophique. Ce n'est pas que les orphelinats réclament beaucoup d'argent. Entretenir un être humain demande beaucoup d'efforts. Je ne pourrais pas comprendre que l'on est capable de dépenser des millions de francs guinéens ou des milliards de dollars dans des situations élémentaires et que l'on refuse, par exemple, de venir au secours à ces orphelinats qui sont en train de former des gens qui seront les responsables de demain, les pères de famille de demain, les ministres de demain, les militaires de demain, les docteurs de demain, les présidents de la République de demain. Il n'y a pas de coût à cela. Je connais des orphelinats qui ont disparu parce qu'ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de soutenance. Mais cette faute
voulez-vous l'imputer aux orphelinats ou aux institutions qui sont chargées de les financer? Puisque ces orphelinats ont besoin des ressources financières nécessaires. La ressource humaine est là. Ce sont des personnes qui doivent s'occuper de ces enfants. Mais lorsque ces personnes-là sont dévouées, ils ont besoin quand même de cuisiner pour ces enfants, les laver, les donner à manger, les héberger, les envoyer à l'hôpital, payer leurs frais de scolarité. On doit venir au secours à ces organisations non gouvernementales, à ces orphelinats. C'est pourquoi je dis encore, les personnes de bonne volonté et les institutions étatiques de tutelle doivent aussi investir dans toutes les nations du monde pour que l'enfant, futur élite de demain, responsable de demain, ne se voit pas bafouer ou voir ses droits boycottés, boulversés. Puisque vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez simplement, est-ce que vous savez que le rejet d'une personne hors de la société, lorsqu'une personne se voit rejetée par sa société, il pense qu'il est simplement rejeté par la société, peut le conduire à des comportements criminels. Alors, si vous croyez à cette hypothèse, vous devez comprendre qu'aucun enfant ne doit être laissé pour compte. On doit s'investir dans la vie des enfants autant que l'on peut, que l'on soit son parent, que l'on soit l'État, que l'on soit son cohabitant. Chacun de nous, en ce qui le concerne, a quelque chose à faire dans la vie de l'enfant. Vous êtes toujours dans votre émission spéciale Guinée sur Futur Média Monde, la première radio privée humanitaire en Guinée. Monsieur Camara, on va vers la fin de notre émission. Dites-nous maintenant concrètement quelles sont les solutions que vous voulez nous apporter afin que cette pratique, je ne dis pas que ça soit qu'on élimine ou s'il ne faut même pas dire totalement, mais pour qu'on puisse au moins diminuer un peu. Parce que nous sommes en Guinée, on sait comment les choses se passent. On ne peut pas, définitivement, on ne peut pas l'éliminer, mais on peut diminuer. Quelles sont les solutions que vous allez nous apporter? C'est très simple, comme je l'ai dit ici. La première des choses, c'est que chacun, en ce qui les concerne, doit s'investir. Les parents doivent connaître leurs responsabilités, l'assumer. Les États doivent assumer leurs responsabilités. Puisque ce sont les deux structures, ce sont les deux foyers fondamentaux qui sont censés organiser la vie de l'enfant. La première des choses, l'État doit se baser sur la sensibilisation. Permettre à ses parents, surtout ses parents pauvres et ses parents analphabètes, de comprendre que l'enfant va mieux que ce que l'on est en train de le faire aujourd'hui. Il n'est pas simplement quelqu'un qui doit aller dans les coins de la rue pour vendre des sachets d'eau. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est fabriqué pour vendre des graines d'arachide quelque part dans la rue, ou alors aller au marché pour vendre de l'arachide, ou utiliser simplement par son tuteur pour être comme quoi un babysitter. Ce qui est important, c'est de faire comprendre aux pères de famille, aux mères de famille, aux responsables de foyer, que les enfants valent mieux que ce que nous sommes en train de les faire subir. De l'autre côté, les éduquer. Les éduquer encore une fois de plus, pour leur donner un avenir meilleur. Le disait un professeur, quand j'étais mon principal d'école, Moussa Bangoura, il dit que lorsque tu laisses ton enfant paix à son âme, il était le principal du collège Sangoya, principal du collège Zimba, évidemment, on l'appelait bon fils. Il a dit ceci, que lorsque tu laisses ton enfant, ton mauvais enfant, pourrir, tu vas voir l'autre forger son enfant pourri pour devenir meilleur enfant et tu vas la vouloir. Tu n'en as pas besoin. Merci, M. Camara. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot en guise de conclusion. La conclusion est que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir. Si nous voulons que les enfants nous servent demain, nous devons nous investir dans leur vie pour que nous les servons d'abord. Ils ont besoin de notre service pour se sentir. Parce que vous savez, en sociologie, on dit qu'il y a les étapes fondamentales dans le développement personnel de l'enfant. D'abord, l'enfant qui est né aujourd'hui ne sait ni parler, n'observe pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. À mesure qu'il évolue, il imite qui? Les parents. Il imite les parents
finalement, il se comporte de manière un peu harmonieuse avec ses amis de génération et finalement, il imite ses responsables. On l'amène à l'école. Ce qui veut dire que si nous voulons que l'enfant qui grandit avec nous, parce que c'est un noyau que l'on a vu naître et qui s'est développé de 0 ans à 18 ans. Pendant cette période, nous avions des responsabilités essentielles et inébranlables à assumer. Donc chacun, en ce qui nous concerne, doit s'investir pour que cet enfant que nous voulons demain, qu'il soit président, qu'il soit directeur, soit bien éduqué, forgé, bien organisé, bien structuré aujourd'hui. Merci, M. Kamara. Amis auditeurs et auditrices, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. C'était votre émission spéciale Guinée. Nous avons pour thème la traite des enfants dans nos sociétés. Et nous avions comme invité M. Kamara Youroussa, sociologue, et moi également, Boubacar Passouria Kamara, votre serviteur de tous les temps. Et à la prochaine fois pour un autre numéro. Merci.